Aujourd'hui, de vous parler de différents secteurs et de vous dire un petit peu ce qui s'est passé sur les marchés en 2024 et vous donner nos perspectives pour 2025. Notre travail et tout ce qu'on va vous montrer aujourd'hui vient d'un travail de terrain qui est fait à différents niveaux et sur toutes les zones géographiques. Nos efforts là sur 2024 sont concentrés sur les États-Unis et sur l'Europe. On rencontre les managements, on fait des calls avec des experts sectorisés, des conférences de grandes sociétés cotées et on va directement dans les entreprises visiter des entrepôts, des sièges sociaux pour être au plus près des chefs d'entreprise. Et là, vous pouvez voir quelques exemples d'entreprises que nous avons visitées en 2024 pour être au plus près de nos investissements. Pour rappel, et ça va être un fil conducteur tout au long de la présentation, c'est notre ADN et la façon dont on investit sur les marchés. Donc, on essaye d'investir dans des entreprises qui ont un bon modèle économique, donc des barrières à l'entrée, des cash flows récurrents, une croissance rentable, une capacité à passer des hausses de prix, ce qu'on appelle le pricing power, une bonne qualité de management, c'est très important pour nous et c'est pour ça qu'on se déplace pour voir les entreprises, et peu ou pas de dette, donc un bilan sain. Et le deuxième pilier, qui n'est pas regardé par forcément tous les asset managers dans le secteur, c'est au bon prix. Donc, c'est typiquement comme quand vous achetez un appartement, on fait très attention au prix auquel on achète l'action. Et donc, on va regarder là le free cash flow sur valeur d'entreprise et on a une approche très patrimoniale. Donc, typiquement, c'est pour ça que nos fonds sont référencés dans les contrats d'assurance vie et les plans d'épargne retraite. C'est parce qu'on a une approche long terme dans notre gestion. Je vais maintenant passer la main à Laurent Schroeder, qui est notre porte-parole de la gestion. Et l'idée, c'est de vous faire deux parties. Revenir rapidement sur l'année 2024, ce qu'on a vu sur les marchés, et de faire un focus sur l'Europe. Et après, de vous dire actions, obligations en 2025, quelle est notre vision. Merci Olivier. Donc oui, on va commencer par revenir rapidement sur 2024. Donc comme Olivier disait, nous, on est des spécialistes de l'Europe. Notre métier, c'est de sélectionner une trentaine d'entreprises européennes solides et qu'on achète à des prix raisonnables, ce qu'a expliqué Olivier. Donc, si j'essaie de résumer finalement ce qui s'est passé en Europe en 2024, ce que j'ai mis à gauche, c'est déjà quelques chiffres. Donc, le premier enseignement, et vous le savez, je pense, c'est que l'Europe, pour la deuxième année consécutive, a fait moins bien que les États-Unis. Là, j'ai pris le S&P 500 qui a fait à peu près plus 25% sur l'année, quand l'Europe n'a monté que de 9%. Et cette déception, finalement, cette sous-performance, on va voir d'où elle vient à droite. Mais avant d'aller à droite, si on est au centre du slide, là, j'ai mis les secteurs en Europe qui ont bien performé en 2024. Donc, vous voyez, les banques et assurances, donc on peut les regrouper ensemble. C'est finalement le secteur financier et les télécoms. Et en fait, ce qui a déçu, c'est les automobiles, les matières premières et la chimie. Donc, sur ce qui a déçu, on voit bien le fil conducteur. C'est trois métiers, trois secteurs qui sont très cycliques, qui dépendent de l'économie. Et on va le voir à droite, mais un des enseignements de 2024, c'est que malheureusement, il n'y a pas eu de reprise économique en Europe ni en Chine. Et donc, ces secteurs-là ont pâti de cette mauvaise nouvelle. Et en revanche, dans la partie positive, on a toujours ce secteur financier et notamment ces banques qui, comme les taux d'intérêt sont plus élevés qu'il y a 2-3 ans, gagnent beaucoup d'argent, rendent cet argent à leurs actionnaires, donc à nous, par exemple, on est une grosse position sur les banques et ça fait des rendements très élevés. Ensuite, l'autre enseignement, je l'ai mis juste après. Vous voyez qu'il y a une grosse divergence de performance selon les pays. Donc, par exemple, on a le DAX, donc l'indice allemand, l'équivalent du CAC 40, mais en Allemagne, qui prend quasiment 20%, alors que le CAC, lui, ne fait quasiment rien, à plus 1%. Et donc, on voit que ces deux pays qui n'ont pas eu vraiment de croissance, et pourtant ces deux pays qui ont des performances très différentes. Pourquoi? Parce que c'est deux indices qui ont des compositions des types d'entreprises intérieures très différentes. Donc, par exemple, le CAC 40, comme vous le savez, il y a beaucoup de sociétés dans le luxe et dans la consommation. Je pense à LVMH, à Hermès, à Pernod Ricard. C'est des dossiers qui ont souffert parce que la Chine reste engluée dans sa bulle immobilière. Donc, les chiffres de ces sociétés n'étaient pas bons et ont pesé sur le CAC 40. En plus de ça, il y a eu la dissolution, comme vous le savez, au mois de juin, qui a pesé en général sur les valeurs françaises. À l'inverse, le DAX, dans le DAX, il n'y a pas de société de luxe, il y a peu de sociétés de consommation. Et par contre, il y a une société de technologie qu'on connaît, que certains d'entre eux connaissent, qui est SAP, qui est un des leaders mondiaux des logiciels, qui est une des sociétés tech qui pourrait bénéficier de l'intelligence artificielle. Et comme vous avez très peu de grandes sociétés technologiques en Europe, dès qu'on en trouve une et qu'on veut jouer une tendance, elle monte. Et donc SAP, par exemple, a pris 60% sur l'année 2024 et SAP explique une bonne partie de la hausse du DAX.
Donc voilà, c'est vraiment des compositions différentes qui expliquent ces performances de deux indices très, très différentes. Et puis, dernier chiffre à droite, hein, le côté disparate entre les grandes capitalisations boursières, dans ce que j'ai appelé les big caps, qui montent de 10%, et les petites entreprises qui montent de seulement 5%. Donc, ça fait plusieurs années qu'il y a cette différence avec des grandes capitalisations qui montent plus rapidement que les petites. Il y a un cas de figure où ça commence à s'inverser dès que la croissance économique revient. Donc ça, c'est pour les chiffres. Et en ce qui concerne les thématiques à droite, donc qu'est-ce qu'il faut retenir de 2024 en Europe? Le premier point, je pense, c'est vraiment cette triple incertitude qu'on a eue. La France, évidemment, avec la dissolution au mois de juin qui a vraiment rebattu les cartes et a chamboulé le paysage français et le paysage économique français. Ça a été accentué par la motion de censure sur le budget. Et donc, on a une France avec un gouvernement qui se stabilise maintenant, mais qui a vécu 2024 dans un vacuum. Et ça a pesé non seulement sur la France, mais je dirais sur l'économie européenne en général, vu le poids de la France. Deuxième incertitude, ça a été aussi une incertitude politique allemande avec un gouvernement qui lui aussi est remis en cause et donc ça a pesé aussi sur 2024, mais ça pourrait s'améliorer en 2025. Et troisième incertitude qu'on connaît tous, c'est évidemment les élections américaines, les atermoiements d'abord entre Kamala Harris et Donald Trump, et puis finalement la victoire très nette de Donald Trump avec des inquiétudes sur la politique qu'il pourrait mettre en place, notamment la politique tarifaire qui pourrait impacter l'Europe, notamment pour ces entreprises de consommation. Donc tout ça a pesé sur l'économie européenne en général. Le deuxième point qui n'était pas attendu en début d'année, c'est qu'il n'y a pas eu de rebond de la Chine. Si vous vous souvenez, en début d'année dernière, les gens espéraient qu'après un 2022 difficile, 2023 aussi, la Chine allait repartir. La Chine n'est pas repartie, voire elle s'est même encore dégradée, notamment sur la deuxième partie de l'année, ce qui a fait que le gouvernement chinois a annoncé un plan de relance, mais dont pour l'instant, on ne voit pas encore les effets sur le terrain. Donc, l'incertitude politique plus l'absence de rebond en Chine, auquel l'Europe est exposée, a fait qu'on n'a pas eu de reprise économique en Europe. En tout cas, elle est décalée. L'année dernière, si vous vous souvenez, tout le monde s'attendait à une reprise au deuxième semestre 2024. Là, on parle maintenant plutôt du deuxième semestre 2025. Et ça a conduit à cette sous-performance du marché européen par rapport au marché américain, parce que au même moment où l'Europe avait des difficultés, le marché américain avait une économie, une santé insolente. Voilà. Et ensuite, le dernier point important, je pense, à retenir quand même de 2024, c'est après un cycle des taux très fort depuis 2022, hein, où les taux ont monté sur des niveaux qui n'avaient jamais été atteints depuis 15 ans, les banques centrales ont enclenché un cycle de baisse des taux, démarré au mois de juin par la Banque centrale européenne et continué par la Banque centrale américaine en septembre. Et aujourd'hui, si vous regardez au niveau mondial, en fait, vous avez une grande majorité des banques centrales qui sont engagées dans un cycle de taux qui baisse. Et pourquoi c'est important de le mentionner? Parce que qui dit taux qui baisse dit plus d'oxygène dans l'économie et reprise économique. Et donc, une des hypothèses, et on le verra après, c'est que l'économie européenne devrait s'améliorer au fur et à mesure de l'année grâce à ces taux qui vont continuer à baisser en Europe, alors que c'est pas forcément le cas aux États-Unis. Comme l'économie est très bonne et comme les politiques de Trump sont inflationnistes, il y a un cas de figure où les taux ont déjà arrêté de baisser aux États-Unis en ce qui concerne la Banque centrale américaine. Alors, deux points positifs qu'on a vus dans le marché et sur nos portefeuilles. Le premier, je l'ai mentionné, c'est le secteur bancaire. Là, ce qu'on vous montre qui est intéressant, hein, en rouge et en vert, c'est le poids du secteur bancaire dans notre portefeuille par rapport au poids du secteur bancaire dans le marché en général européen. Et donc, quand c'est en rouge, c'est-à-dire qu'on a moins de banques que leur poids dans le marché, et quand c'est en vert, on a plus de banques. Là, le point à vous montrer, c'est que, vous voyez, on a commencé à avoir vraiment beaucoup plus de banques à la sortie du Covid, en fait, en 2021, parce qu'à l'époque, l'analyse, c'est sortie du Covid, beaucoup d'argent a été injecté dans l'économie, l'inflation va repartir, les taux vont devoir monter pour juguler cette inflation. Si les taux montent, les banques vont gagner plus d'argent. Elles sont pas chères du tout, donc faut les acheter. Donc c'est ce qu'on fait en 2021. Et là, c'est l'intérêt du temps long. C'est-à-dire qu'on garde cette position, comme vous le voyez, à part un petit moment au moment du début de la crise ukrainienne, mais on garde cette grosse position sur les banques en 2022, en 2023, en 2024. Et on fait bien parce que vous voyez que ce secteur bancaire est un des meilleurs performeurs sur toutes ces années. Donc ça vous montre que quand on a une conviction forte et que les fondamentaux des entreprises coïncident avec ce que vous pensez au départ, il faut garder cette position. C'est ce qu'on a fait et on a encore aujourd'hui une position importante sur les banques. Un autre exemple de ce temps long, hein, et qui fait que c'est vraiment notre métier d'identifier
des changements, des points d'inflexion, on l'a vu sur les banques, et ensuite de rester actionnaire tant que ça fonctionne. Un autre point d'inflexion qu'on avait identifié il y a quelques années, c'est chez Saint-Gobain, que vous connaissez, je pense tous, qui est le leader européen de la construction dans le monde en fait. Et on a vu un point d'inflexion il y a 4 ans maintenant, au moment du changement de direction. Et on a compris qu'à l'époque, que ce nouveau management allait réorganiser le groupe. En fait, Saint-Gobain était une sorte de conglomérat mal géré, avec plein d'activités, certaines rentables, certaines pas du tout rentables, et rien n'avait été fait ou plus ou moins. Ce nouveau management s'est relevé les manches, on va dire, et a décidé de recentrer le groupe, donc cession des activités peu rentables et achat d'activités beaucoup plus rentables. Et ça, on a vu ça tôt, et on a acheté tôt parce que la valorisation était très peu chère, parce que le marché n'avait pas identifié cette inflexion. Et vous voyez que à droite en bas, on vous montre l'évolution du cours de bourse de Saint-Gobain en noir, et en jaune, on vous montre l'évolution des bénéfices du groupe. Et donc, vous voyez que les bénéfices du groupe depuis le Covid ne font que monter. Donc, ils confirment la théorie qu'on avait sur l'inflexion grâce au nouveau management, et le cours de bourse a suivi. Et on est encore actionnaire, c'est une de nos plus grosses positions parce que le cas d'investissement continue à se dérouler, et donc il n'y a pas de raison de ne plus être actionnaire pour l'instant. Et on devra encore avoir des bonnes années de performance si le management continue à bien exécuter. Il y a quand même un point qui est très important à avoir en tête, c'est que même si là, je vous ai expliqué en quoi les marchés sont fondamentaux et suivent les fondamentaux d'une entreprise, la réalité, c'est que c'est plus compliqué que ça. Et les marchés bougent aussi sur des facteurs techniques qui ont moins de lien avec les fondamentaux de l'entreprise. Donc là, ce qu'on vous a montré, je vais prendre un petit peu de temps pour expliquer parce que c'est très important, c'est que les marchés bougent aussi parce que vous avez, sur les 15-10 dernières années, beaucoup d'informatique qui est arrivée et beaucoup d'algorithmes qui sont arrivés, qui ont été mis en place pour essayer de faire des petits arbitrages de cours de bourse. Et notamment, ces algorithmes, en fait, ils essayent de classer les entreprises pour simplifier ensuite leurs arbitrages, et ils les classent selon des catégories. Donc, par exemple, croissance, dans les sociétés technologiques ont de la croissance, elles vont être dans cette catégorie. Dans la catégorie qualité, ils vont mettre des entreprises qui historiquement ont une bonne rentabilité, ont des bénéfices qui sont en croissance eux aussi, et qui baissent pas trop quand le cycle est mauvais. Et ils vont faire ces catégories. Et ils vont faire une catégorie qui s'appelle momentum, où alors celle-là, elle ne dépend pas du tout des fondamentaux de l'entreprise, elle ne dépend que du cours de bourse de l'entreprise. Donc l'algorithme, il regarde le cours de bourse des 12 derniers mois, qu'est-ce qu'il a fait, est-ce qu'il a monté, est-ce qu'il a baissé, est-ce qu'il est resté stable. S'il a monté, il dit, il y a une dynamique, ce qu'on appelle un momentum positif. Donc, il lui affecte un score positif à l'entreprise. Si son cours de bourse a baissé, il dit que la dynamique est mauvaise et il lui affecte un cours de bourse négatif. Ce qui s'est passé en 2024, c'est que cette gestion algorithmique a une très bonne performance. Vous voyez, quand on met 55% en bleu pour les États-Unis, c'est que aux États-Unis, ce type de gestion, donc c'est-à-dire acheter des sociétés qui ont un très bon score, dont le cours de bourse a une bonne dynamique, et vendre celle dont le cours de bourse a une mauvaise dynamique, a rapporté 55%. Et en Europe, elle a rapporté 15%. Donc là, c'est une année où ce facteur a été le meilleur de ces 4 facteurs. Il fallait jouer cette stratégie quantitative ce qu'on appelle le momentum. Pourquoi je veux dire acheter ce qui monte et vendre ce qui baisse. Exactement, tout simplement. Donc, c'est vraiment suivre la tendance. Pourquoi je vous le mentionne? Parce que quand vous avez des années où ce facteur-là est très prédominant, a une très forte performance, très souvent l'année d'après, c'est pas le cas. Donc, on va le voir sur le slide ici. Donc là, vous voyez, on vous a mis cet historique de la performance du momentum. Donc, acheter ce qui monte, vendre ce qui baisse depuis 99, donc sur 25 ans. Et en bleu, on vous a mis la performance chaque année aux États-Unis de cette stratégie, et en vert en Europe. Et vous voyez, le point ici, c'est de regarder les diagrammes bleus qui sont très élevés. Donc, les années où vous avez une très bonne performance de ce facteur-là. Et vous voyez les flèches rouges à côté, c'est que l'année suivante, en général, ce facteur-là, ce type de gestion ne fonctionne plus et se retourne en fait. Donc, la question c'est 2024, il fallait acheter ce qui montait, vendre ce qui baissait. Ça avait l'air facile. Est-ce qu'il faut faire la même chose en 2025? En tout cas, l'histoire vous montre que c'est peu probable que cette stratégie continue à très bien fonctionner en 2025. Donc là, on a regardé 2024. Maintenant, je vais faire un petit état des lieux sur ce qu'on pense en ce moment de l'Europe et les opportunités qu'il y a. Alors, avant de rentrer sur l'Europe, déjà, il y a, je pense, de manière générale, toujours une opportunité forte sur les marchés actions. La première raison, c'est que c'est le graphe qu'on vous montre là qui est très intéressant. À gauche, on vous montre en vert l'évolution des encours dans les fonds monétaires. Donc, vous voyez que on est arrivé, quand les taux ont remonté depuis 2022,
on a eu des encours gigantesques dans les fonds monétaires. Et maintenant que les taux baissent, vous le savez tous, les rendements des fonds monétaires ont déjà bien baissé. Ça devrait continuer. C'est moins attractif. Et donc, risque d'y avoir de l'argent qui sort pour aller autre part. Pourquoi je le mentionne, c'est que dans le graphe de droite, vous voyez que ces périodes justement où l'argent sort, c'est des périodes bleu clair, hein, c'est le diagramme bleu clair. À chaque fois, si vous regardez la ligne bleu marine, qui est la performance du marché action, le marché action monte. Donc, quand l'argent sort du monétaire, le marché action monte. C'est un peu ça la règle. Et aujourd'hui, l'argent va sortir du monétaire. Et donc, il est possible que le marché continue à monter après même une bonne performance en 2024. Alors, pourquoi c'est important, hein? Pourquoi? C'est parce que les actions, il faut le rappeler, sont peu aimées par les Français. On vous l'a mis à droite. Hein. Malheureusement pour les Français, malheureusement pour les épargnants français, ils n'investissent que 5% en actions. Et je dis malheureusement parce que si vous regardez le reste du slide, on vous a mis les rendements des différentes classes d'actifs qu'on peut acheter sur 30 ans. Et vous voyez que de très loin, les actions ont la meilleure performance. Donc, vous auriez mis 100 000 euros il y a 30 ans, vous auriez 982 000 euros aujourd'hui. Donc, il faut avoir des actions. La proportion dans laquelle il faut en avoir, ça dépend de votre profil et de votre appétence au risque. Mais c'est une erreur de ne pas avoir d'actions. Et on va le voir sur le slide d'après. On vous montre deux choses parce que comme on a eu de l'inflation ces dernières années, la question c'est comment je me protège contre l'inflation, hein, comment je protège mon pouvoir d'achat. Donc, ce qu'on vous montre à gauche, par exemple, c'est est-ce qu'il vaut mieux acheter du CAC 40 ou est-ce qu'il vaut mieux avoir du monétaire? Parce qu'après tout, les taux du monétaire étaient meilleurs. Donc, on pourrait se dire, j'achète du monétaire, ça va me protéger contre l'inflation. Et on vous montre, selon la période de détention que vous avez, hein, 1 mois, 3 mois, 6 mois, 12 mois, est-ce que je fais mieux d'avoir du CAC 40 ou du cash? Et est-ce que j'arrive à faire mieux que l'inflation pour protéger mon pouvoir d'achat? Et vous voyez que si vous avez du cash, enfin du monétaire en bleu marine, moins de la moitié du temps, vous allez protéger votre pouvoir d'achat. Donc, c'est-à-dire que plus d'une fois sur deux, vous allez vous appauvrir. Alors qu'avec les actions, quelle que soit la période, et ça monte au fur et à mesure de la détention, vous allez protéger votre pouvoir d'achat la plupart du temps. Et on le voit à droite encore mieux. Hein. Ce qu'on a fait là, c'est qu'on vous donne 10 dernières années, tout simplement, 2014-2024, et on appelle ça l'euthanasie du rentier. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que celui qui a des économies, mais qui ne les investit pas en actions, en fait, s'appauvrit. Donc, ce qu'on montre, c'est que sur 2014-2024, 10 ans, l'inflation a pris 24%. Donc, en gros, votre baguette qui coûtait 1 euro, elle coûte 1 euro et 24 centimes. Si vous aviez investi en monétaire, vous auriez gagné que 4% sur la période. Donc, votre pouvoir d'achat s'est appauvri de 20%. Vous auriez fait un peu mieux avec de l'obligataire à plus 14%, mais par rapport à l'inflation, vous seriez quand même plus pauvre de 10%. Et en revanche, les actions sur la période font 110%. Et donc, votre pouvoir d'achat augmente de 86%. Donc, vous pouvez acheter quasiment 2 baguettes au lieu d'une en 2014. Donc, c'est vraiment ce point-là et on le martèle parce que malheureusement, la culture action en France est trop faible et il faut arriver à changer ça. Alors, une fois que j'ai montré l'intérêt des actions, maintenant on va revenir sur l'Europe. Nous, ce qu'on considère intéressant en Europe, c'est que tout le monde ne vous parle que des États-Unis et donc le pessimisme est excessif en Europe et en général, les meilleures affaires se font dans le pessimisme en fait. Il faut acheter dans le pessimisme et vendre dans l'exubérance. Alors, pourquoi je dis que c'est très pessimiste? C'est que, par exemple, on voit les flux et nous, on suit les flux. C'est-à-dire que quels sont les montants qui sont investis dans les fonds actions européennes et ceux qui sont retirés. Donc, en haut à gauche, par exemple, vous voyez que sur 2024, il n'y a eu que des retraits. Les gens ont retiré 70 milliards d'euros des fonds actions européennes. Et on peut se dire, oui, mais ça, c'est 2024, on l'a vu, incertitude politique, c'est arrivé une seule fois. Non, si je prends le graphe en dessous, hein, là, c'est plus 2024, c'est depuis 2022. Et on compare les différentes zones. Là encore, c'est très clair. Hein. Vous voyez, en gris clair, c'est l'Europe. Que des retraits sur toute la période. Et en vert foncé, c'est les États-Unis. Que des achats, que des rentrées d'argent depuis 2022. Et à droite, vous le voyez aussi, là, ce qu'on suit, nous, c'est le montant des actifs libellés en euros dans le monde en proportion de tous les actifs. Et donc, ça nous donne une idée de l'appétit pour l'Europe, puisque si le poids de ces actifs euros monte, ça veut dire que les gens achètent des actifs en euros. Vous voyez que là, on est au plus bas depuis 10 ans. On a retrouvé le plus bas qu'on avait touché au moment de la guerre en Ukraine, où évidemment, personne voulait être investi en Europe. Donc, le pessimisme, on le voit sur les flux à gauche et sur les stocks d'actifs détenus. On le voit aussi sur les valorisations et la performance. Donc, à gauche en haut, on vous met la performance relative de l'Europe
par rapport au monde. Donc, c'est le marché européen, le marché action européen par rapport aux marchés mondiaux. Et à droite, le marché action européen par rapport au marché américain. Donc, vous voyez que ça fait 2 ans que l'Europe a des mauvaises performances par rapport au marché américain. Et ça a été accentué en 2024, tout d'abord avec la dissolution française et ensuite avec l'élection américaine. Et la conséquence de cette sous-performance massive, elle se retrouve en bas, c'est-à-dire que la valorisation de l'Europe par rapport aux autres pays est très dépréciée. Donc la manière dont on le mesure, c'est qu'on prend ce qu'on appelle le PE, c'est-à-dire le ratio cours sur bénéfice. Si j'ai un PE de 10 fois, ça veut dire que l'action coûte 10 fois ses bénéfices, je paye 10 années de bénéfices. Et donc, je regarde ce PE du marché européen par rapport au PE du marché mondial. Et donc, ce qu'on voit à gauche avec le monde et à droite avec les États-Unis, c'est que la décote du marché européen aujourd'hui est à un plus bas depuis 20 ans. Donc là aussi, on le voit en termes de performance et de valorisation, le pessimisme sur l'Europe est extrême. Une autre façon de le voir, c'est, là on a comparé l'Europe par rapport aux autres pays de manière générale. Ce qu'on peut voir aussi, c'est à droite, parce qu'on pourrait dire, oui, mais s'il y a une décote parce que il y a le secteur de technologie aux États-Unis qui est très fort, qui est très absent en Europe, et donc c'est pour ça que l'Europe a une décote. C'est pas complètement vrai. Et pourquoi c'est pas complètement vrai? On vous le montre là. En fait, on a décomposé le marché européen et américain, US-Europe, par secteur. Et ce qu'on regarde, c'est les percentiles. Donc, je vais donner un exemple. On va prendre, si on part du bas, on va prendre le deuxième, le secteur des utilities. Donc, vous voyez, sur l'Europe, il est à 7% en vert. 7%, ça veut dire quoi? Ça veut dire que sur les 10 dernières années, 93% du temps, les utilities ont été plus chers qu'aujourd'hui. Alors que si on prend pour les États-Unis, on voit 62%. Ça veut dire que sur les 10 dernières années, 38% du temps seulement, ça a été plus cher. Prenons un extrême inverse, remontons plus haut, on va sur les capital goods, vous voyez aux États-Unis, rouge foncé 100%, ça veut dire que les capital goods sur les dernières années aux États-Unis n'ont jamais été aussi chers. Et si on prend le total tout en bas, on revient sur la même idée. En Europe, 24%, c'est-à-dire que 76% du temps, les 10 dernières années, ça a été plus cher qu'aujourd'hui. Donc, on est vraiment sur un point bas. Et à l'inverse, aux États-Unis, il n'y a que 6% du temps les dernières années où ça a été moins cher que ça ne l'est actuellement. Donc, on le voit bien, que ce soit en agrégé ou par secteur, sur quasiment tous les secteurs, l'Europe est bien moins chère que les États-Unis. Il y a une décote historique qui s'opère là vraiment entre les États-Unis et l'Europe. Enfin, dernière façon de voir ça, donc ça c'est très intéressant, c'est un sondage qui est fait chaque mois par la banque américaine Bank of America et qui demande à tous les gestionnaires d'actifs leur positionnement. Donc elle dit par exemple à gauche, est-ce que vous êtes surpondéré sur les actions américaines ou est-ce que vous êtes sous-pondéré? Et elle regarde le nombre net de réponses et regarde en pourcentage de gens qui sont surpondérés. Vous voyez, décembre 2024, le petit rond rouge, vous êtes un historique, un plus haut historique sur 25 ans de gestion d'actifs qui vous disent aujourd'hui, je privilégie les actions américaines. Et à droite, on leur pose la même question. On leur dit, mais entre les actions américaines et les actions européennes, et là, vous voyez que vous avez un pourcentage aussi historique de gens qui vous disent, je privilégie les actions américaines par rapport aux actions européennes. Donc, que ce soit en termes de flux, en termes de stock, en termes de positionnement et en termes de valorisation, tous les indicateurs, ils sont extrêmes sur 25 ans. Donc, tout vous montre que le pessimisme est très élevé en Europe et l'euphorie est très élevée à l'inverse aux États-Unis. Et ça, c'est des situations où historiquement, faut faire attention. Enfin, le dernier point qui, pour moi, est très parlant aussi. Là, on vous montre sur le marché européen et américain quel est l'impact du prix que vous payez pour l'indice S&P ou l'indice européen sur les rendements que vous pouvez attendre sur les 10 années qui suivent. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Donc, si je prends le graphe de gauche qui sont les États-Unis, comment ça se lit? Ça se lit que la bande verte, c'est le prix actuel du S&P 500, donc à peu près 22 fois les bénéfices. Et les petits points noirs, ça vous dit, quand vous payez ce prix-là, quelles sont les performances sur 10 ans que vous pouvez attendre? Vous voyez qu'en moyenne, quand vous payez 22 fois historiquement, vous ne gagnez pas d'argent sur les 10 ans qui suivent. Donc, ne pas gagner d'argent sur 1 an, pourquoi pas, sur 2 ans, ça passe encore, mais ne pas gagner d'argent sur 10 ans, ça commence à faire long. Et en tout cas, historiquement, c'est ce qui s'est passé quand vous payez les prix actuels sur le S&P 500. Et vous voyez que c'est normal, quand le nuage de points
il augmente vers la gauche puisque moins vous payez cher l'indice, plus ça veut dire que l'environnement est pessimiste. Donc, plus vous avez de chances que si les choses changent, la performance soit très bonne. Si maintenant je regarde en Europe à droite, c'est la même chose. Là, c'est la barre noire maintenant. Donc aujourd'hui en Europe, on l'a vu avant, on est autour de 13 fois les bénéfices. Là, ça vous montre que historiquement, quand vous payez 13 fois les bénéfices, vous pouvez vous attendre à une performance entre, on va dire, 5 et 15% par an pendant 10 ans. Donc, en tout cas sur l'historique, aujourd'hui, il faut l'espérance de gain est bien meilleure en Europe qu'aux États-Unis. Une fois qu'on a dit ça, souvent les gens disent bah oui, effectivement, la démonstration est claire, c'est assez factuel. L'Europe recèle beaucoup de potentiel parce qu'il y a beaucoup de pessimisme, mais qu'est-ce qui peut changer? Et finalement, il y a eu tellement de mauvaises choses en 2024 pour l'Europe qu'il suffirait de pas grand-chose pour que l'atmosphère s'améliore. Donc, on a mis quelques points qu'on a essayé de lister. Si on part sur la gauche et la géopolitique. Donc, par exemple, il y a un point qui est clair qui va arriver, c'est les élections allemandes. Et pourquoi c'est important? Parce que, en fait, ces élections-là, elles vont déterminer une chose clé, c'est-à-dire qu'elles vont permettre à l'Allemagne de s'abstraire de la règle qu'elle s'était elle-même imposée, à savoir ne pas faire trop de relance budgétaire pour ne pas augmenter la dette. Et donc c'est un vrai problème historique pour l'Allemagne parce que comme c'est le plus gros pays européen, comme ils veulent pas dépenser, ils mettent pas d'oxygène dans l'économie. Et là pour la première fois, normalement, ils vont s'accorder pour dire c'est trop strict comme mesure, il faut enlever cette mesure et qu'on fasse de la relance budgétaire pour relancer notre économie. Et le fait de relancer leur économie va relancer l'Europe. Donc ça c'est un point clé et qui va être tranché d'ici le mois de mars. Il est très probable que ça se passe. Donc ça c'est très positif. Deuxième point, ça fait 6 mois maintenant que tout le monde s'inquiète sur les tarifs de Trump. On approche du moment où on va avoir plus de visibilité sur ces tarifs. Il a commencé à donner quelques indications. Si les tarifs sont mieux que prévu, ça va être super. S'ils sont en ligne avec ce qu'on attendait, on va se rendre compte que c'est pas un si gros problème que ça. Nous, on a fait le travail. Il y a que 4% du chiffre d'affaires en Europe des entreprises qui est à risque sur cette augmentation de tarifs. Donc, on va se rendre compte, quoi qu'il arrive, que c'est un moins grand problème que ce qu'on imaginait. Donc, ça va être positif aussi. Ensuite, vous le voyez, il y a de plus en plus de nouvelles là-dessus sur Reuters ou autres. On sent bien qu'il se passe des choses concernant la Russie et l'Ukraine. Donc, là aussi, je mets une probabilité importante qu'il y ait une résolution du conflit ukrainien probablement dans le premier semestre. Et puis la dernière chose qui est en train de se passer quand même, même si on n'y mettait pas beaucoup de probabilité, c'est un bout de stabilisation de la politique française. On voit que les dernières négociations sur le budget, le négatif, c'est qu'on va pas faire des économies colossales. Le positif, c'est que probablement que on va pas être censuré, Bayrou ne va pas être censuré. Et là aussi, ça va apporter un minimum de visibilité par rapport à l'opacité de l'année dernière. Donc tout ça, c'est des choses qui ont beaucoup pesé sur l'Europe en 2024 et qui pourraient se retourner en 2025. Et si on regarde à droite, et ça reste des fondamentaux qui vont aider l'Europe. Baisse des taux, je l'ai dit, ça va continuer, c'est sûr. On va finir probablement l'année à 2%. On était à 4,5 l'année dernière, donc ça va faire une très grosse économie à la fois pour les entreprises et pour les ménages. Ça encore, c'est le scénario européen, mais probablement que ça va pas passer aux États-Unis. Donc ça, c'est positif pour l'Europe. Deuxième point, on l'a vu, le niveau d'épargne est élevé. Le niveau dans les cycles monétaires est élevé. Donc ça peut faire de l'argent qui revient sur les actions. 3, très important, c'est les salaires réels. Donc, vous savez que en Europe, les salaires entre 2022 et 2023 ont monté moins vite que l'inflation. Donc la réalité, c'est que le citoyen européen, entre 2022 et 2023, il s'est appauvri. Ensuite, il y a eu des négociations salariales. Au même moment, l'inflation a baissé. Et ça fait que depuis 2024, donc cette année, ça va être la deuxième année, que les salaires des citoyens montent plus vite que l'inflation. Donc, le pouvoir d'achat, de nouveau, augmente. Et ça, c'est bon pour l'économie. Point suivant, c'est le restockage. Donc, post-Covid, il y a eu d'abord de la demande, beaucoup de stockage et ensuite une phase d'indigestion et donc déstockage. Toutes les entreprises ont vidé leur stock et ça a pesé beaucoup sur l'économie. Il y a plus de stock aujourd'hui, on le voit. Et donc, s'il y a ne serait-ce qu'un petit retournement qui pourrait d'ailleurs être aidé par le dernier point qui est la fin de la détérioration chinoise, vous aurez une période de restockage qui va aider et accélérer la croissance économique. Peut-être ce qu'on a un peu en portefeuille, on va identifier avec quelques valeurs. Alors, une fois qu'on a dit tout ça, qu'est-ce qu'on a fait nous en 2024 pour essayer de tirer parti de ces opportunités? On a eu 3 priorités. La première, c'est tirer parti de ce pessimisme. Donc, c'est-à-dire que en Europe aujourd'hui, vous avez certaines sociétés qui sont des sociétés de qualité bien établies dans leur métier. Vous pouvez les voir à droite. On investit dans les brasseurs, par exemple comme Carlsberg ou Heineken. Vous connaissez. On a investi dans E.ON qui fait de la distribution d'électricité en Allemagne, qui est un monopole. Ces métiers-là, aujourd'hui, ils n'ont jamais été aussi peu chers que sur les 20 dernières années et leurs fondamentaux sont en train de s'améliorer. Et pourquoi ils n'ont jamais été, et pourquoi on peut les acheter aujourd'hui à ces prix-là?
Parce que quelque part, personne ne veut investir en Europe ou très peu de monde. Donc, on a bénéficié, c'est là qu'on essaie de bénéficier de ce pessimisme pour acheter à bon prix et revendre plus tard quand ce sera moins pessimiste. Deuxième priorité qu'on a eue, qui est à mon avis très intéressante, c'est, et là aussi on profite de ce qui se passe en Europe, c'est trouver des sociétés avec une exposition du chiffre d'affaires aux États-Unis, puisque ce qui est vrai, c'est que la croissance économique est plus élevée aux États-Unis, mais qui pâtissent du fait d'être cotées en Europe, donc d'avoir une valorisation faible. Donc on a renforcé Philips, enfin on a acheté même Philips, qui est devenu une grosse position en 2024, et au total, on a une 30% du portefeuille dans ce type de société. Et puis troisième point, l'Europe, comme elle est pas chère, a un atout énorme par rapport aux États-Unis, c'est que vous avez des sociétés qui vous offrent un rendement très élevé, de l'ordre de 10-11%. Donc, vous voyez, quand vous êtes sur du monétaire à 2,5, là, vous êtes à 5 fois plus. Je l'ai dit, dans le secteur bancaire, c'est le cas. Mais vous avez aussi quelques entreprises industrielles qui sont peu chères et qui rendent tout leur argent aux actionnaires et vous avez 10-11% de bénéfices. Ce qu'on a fait aussi, c'est faire attention à avoir un peu moins de France dans les portefeuilles parce que, comme je l'ai dit, même si ça se stabilise en France et le regard vis-à-vis de la France pourrait s'améliorer un peu, la réalité, c'est que l'économie réelle française va pas faire des étincelles en 2025. Et puis, pour l'instant, en tout cas en 2024, on est resté prudent sur la Chine pour les raisons que j'ai évoquées. Et la question en ce début d'année, c'est est-ce qu'il va falloir changer cette hypothèse ou pas? Les premiers indices qu'on a des entreprises depuis début janvier, c'est qu'il y a un début de stabilisation. C'est-à-dire que il semblerait, c'est encore un peu tôt pour se prononcer définitivement, mais il semblerait que le 4e trimestre n'ait pas été une détérioration forcément par rapport au 3e trimestre, qui n'était pas le cas avant. Jusqu'en septembre, ça continue à se détériorer. Donc là, on est en train de suivre ça et on va suivre ça dans les résultats annuels des entreprises vont bientôt démarrer et on va voir ce qu'elles nous disent sur ce sujet et en fonction, on verra s'il faut augmenter ou pas. Mais pour l'instant, notre exposition à la Chine reste faible puisque l'environnement a été très mauvais. Alors ça, c'est un graphique très important. Je vais prendre 2 minutes pour vous le résumer, mais ça vous montre l'intérêt de l'Europe et ce qu'on peut faire aujourd'hui quand on sélectionne les bonnes entreprises. Donc là, on a une trentaine d'entreprises en portefeuille, comme je vous ai dit. Donc là, c'est l'historique des entreprises qu'on a aujourd'hui dans le portefeuille. La courbe jaune foncé ou orange, c'est les bénéfices de ces entreprises sur les 18 dernières années. Donc vous voyez que c'est en croissance. Il y a le choc évidemment de la crise financière de 2008, il y a le choc du Covid, mais derrière ça repart tout le temps. Et en moyenne, c'est la ligne orange en pointillé, vous avez une croissance des bénéfices de ces entreprises de un peu plus de 5% par an. Donc il y a de la croissance, c'est pas le sujet parce que pour vous donner une idée, la croissance des bénéfices du S&P 500, je prends le S&P 500 parce que tout le monde est obsédé en disant qu'il y a beaucoup de croissance aux États-Unis, c'est vrai, mais la croissance du S&P 500 sur 18 ans, donc la même période, c'est 5,5. C'est pas 15, c'est 5,5, donc c'est à peu près comme nos entreprises. En bleu marine, c'est la valorisation de nos entreprises aujourd'hui, donc leur ratio cours sur bénéfice. Donc vous voyez 10,3 fois. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on paye 10 années de bénéfices de nos entreprises. Et vous voyez que la petite flèche verte, c'est que historiquement, on payait plutôt pour ces entreprises-là 12,5, 13 fois. Donc, on a une décote de 25%. Et donc, c'est ça qu'on peut trouver aujourd'hui si on fait de la bonne sélection, des entreprises qui ont de la croissance, mais très décotées. Et on le voit, là, on a fait le résumé de ça en comparant notre portefeuille, donc avec le petit rempart bleu là, ce qu'on appelle les longs de BDL, donc nos positions, nos investissements, donc la trentaine d'investissements dont je vous parle, et le marché européen. Donc, vous voyez que sur la période historique, 2006-2024, on a une croissance des bénéfices qu'on appelle BPA, bénéfices par action, qui est de 5%, vous l'avez vu pour nos entreprises. Donc, quasiment 2 fois la croissance du marché européen. Les attentes pour les 2 prochaines années sont quasiment les mêmes. Par contre, la grosse différence, c'est que nous, nos entreprises, on les achète à 10 fois les bénéfices, avec plus de croissance que le marché européen, alors que lui, il vaut plus de 13 fois les bénéfices. Et si vous regardez sur la moyenne sur 20 ans, nos entreprises, comme le marché, on va dire, ont une moyenne autour de 13 fois. Donc, alors que nous, aujourd'hui, elles sont en solde à 25% de moins, à 10 fois. Donc là, je dirais, c'est l'avantage. Parce que vous avez aussi beaucoup entendu parler de gestion passive. On n'a qu'à acheter des ETF, c'est le plus simple. C'est vrai que c'est très simple d'acheter des ETF. C'est vrai que c'est une très bonne idée pour s'exposer à un marché rapidement, marché européen, marché américain. Et le défaut de l'ETF, en revanche, c'est qu'il n'arrive pas à être granulaire et à trouver des opportunités au sein du marché. Et nous, c'est notre métier et c'est ça qui nous intéresse en Europe aujourd'hui. C'est comme vous le voyez, on arrive, grâce à ce pessimisme, à trouver des entreprises en croissance
très peu cher. Donc, si on résume ce que ça veut dire, quand vous sélectionnez ces 30 entreprises-là dans le portefeuille, on a mis Eureka. Pourquoi? Parce que on a, avec ces 30 entreprises, 5% de rendement de dividendes. Donc là, c'est assuré. On va faire 5% par an. Quand vous regardez des séries de dividendes sur 20, 30 ans, 40 ans, c'est très stable. C'est beaucoup plus stable que des bénéfices. Donc voilà, on peut compter sur 5% de rendement par an. Ensuite, on l'a vu, nos entreprises vont croître leurs bénéfices d'à peu près 7% par an. Donc, toutes choses égales par ailleurs, on va gagner 5% de dividendes plus 7% de croissance, ça va faire 12%. Et ensuite, la question, mais ça fait déjà beaucoup, 12%. La question ensuite, c'est la décote, cette décote qu'on a vue de 25%. Soit elle ne se résorbe pas et on a gagné 12% sur un an, soit elle se résorbe en tout, une appréciation tout ou partie. Ouais. Le cours s'apprécie du coup, et là, on peut gagner 40%. Donc, notre attente, c'est entre 12 et 40%, quelque part entre 12 et 40% sur les 12 prochains mois. Et vous voyez bien qu'il y a que avec les actions qu'on peut faire ça. Donc, si je résume, le vrai message, c'est ça. C'est très gros pessimisme en Europe. J'espère que vous l'avez vu avec tous les graphes qu'on vous a montrés. Une dislocation technique qui fait que il y a des entreprises chères, d'autres pas chères du tout. Certaines ont de la croissance et sont chères, certaines ont de la croissance et sont pas chères. C'est là que des métiers comme nous, on sélectionne les entreprises, je pense, ont toute leur valeur. Et aujourd'hui, le message, c'est que on peut trouver des sociétés très solides, très établies dans leur métier, avec un historique de long terme et qui sont à des prix très décotés et qui sont souvent même sur des prix qu'on ne trouve qu'en période de crise, comme en 2008 ou en 2003. Et peut-être pour conclure aussi, pour ajouter, c'est peut-être un message que vous, particuliers, vous entendez un peu moins dans la presse, mais nous, ce qu'on voit, c'est que d'un point de vue B2B professionnel, les clients institutionnels, ça peut sembler contre-intuitif peut-être à ce que vous entendez dans le quotidien, mais reviennent sur l'Europe parce que c'est dans ces moments-là qu'il y a des opportunités. Il y a tellement d'exubérance et de dislocation entre les marchés européens et américains que le potentiel de hausse, en tout cas à 12-24 mois, il est beaucoup plus important en Europe qu'aux États-Unis. Justement, j'ai une question sur c'est quoi la dislocation technique? Est-ce que vous pouvez préciser un peu? La dislocation technique, c'est un petit peu ce que j'ai essayé d'expliquer avec vous, les facteurs. Là, quand j'ai parlé du facteur momentum, qualité, croissance, cette gestion algorithmique, en fait, la conséquence de cette gestion, c'est que elle fait dévier les cours de bourse de leurs fondamentaux. Donc avant, par exemple, il y a 20 ans, vous aviez que des gens comme nous, on identifie une entreprise de qualité, elle est en train de se retourner, on l'identifie juste au début du point d'inflexion, comme Saint-Gobain, du coup on l'achète pas cher, on a raison, le point d'inflexion se fait, et il y a d'autres acteurs qui arrivent plus tard et qui veulent l'acheter. Il y avait que des gens comme ça. Et maintenant, il y a toujours des gens comme ça, mais il y en a moins. Et il y a beaucoup de gens qui achètent et vendent sur des décisions différentes et notamment basées sur des modèles, des algorithmes qui prennent en compte ce genre de facteurs. Et donc, ce genre de facteurs n'ont pas grand-chose à voir avec les fondamentaux de Saint-Gobain, on va dire. Et donc, ça fait parfois varier le cours de bourse au-delà ou en dessous de ce qui devrait être un peu la valeur justifiée par les fondamentaux de l'entreprise. Et c'est là que c'est intéressant aussi pour nous, c'est que ces variations qui sortent des fondamentaux, c'est aussi ça qui nous permet d'avoir des opportunités, d'acheter quand ça ne reflète pas bien ce que vaut l'entreprise. Merci beaucoup pour ces précisions, effectivement. J'ai là c'est plus, je dirais, je pense, une remarque, c'est qui appelle notamment sur la dépendance énergétique de l'Europe et l'indépendance américaine. Quel impact sur la reprise européenne? Oui, non, alors, effectivement, c'est un sujet et c'est un désavantage compétitif de long terme de l'Europe par rapport aux États-Unis. Maintenant, une fois que j'ai dit ça, les marchés se nourrissent aussi de court terme. Et donc, ce qui pourrait être positif pour l'Europe, c'est évidemment un arrêt du conflit en Ukraine qui apaisera ces dissensions énergétiques. L'autre point aussi, c'est que nous, on pense que la politique de Trump à moyen terme aura plutôt besoin d'avoir des prix de l'énergie pas trop élevé. Et donc, comme l'Europe est un importateur d'énergie, là aussi, c'est pas trop négatif pour l'Europe. Donc, on n'a pas un scénario qui remettrait en cause une reprise en Europe liée à la politique énergétique de Trump. Parfait, merci. Une autre question notamment sur, pensez-vous que les banques européennes joueront un rôle vital dans les années à venir par rapport à d'autres secteurs? En tout cas, nous, c'est ce que je disais tout à l'heure. Je pense que le secteur reste très attractif.
Juste pour donner une idée, hein, mais aujourd'hui, ce secteur, malgré la hausse, on est toujours à 6 ou 7 fois les bénéfices. 6 ou 7 fois les bénéfices, c'est ce que ces banques valaient au pire de la crise de 2009. Sauf que la grosse différence avec aujourd'hui, c'est qu'aujourd'hui, ces banques ont 3 fois plus de fonds propres qu'à l'époque, puisque, si vous vous souvenez, à l'époque, le constat des régulateurs, ça avait été de dire on a failli mettre tout le système en faillite parce que ces banques-là sont trop fragiles, elles n'ont pas de fonds propres. Donc, en fait, pendant 10 ans, le régulateur leur a imposé de reconstituer des fonds propres, ce qui font qu'elles ont dû garder leur argent pour elles et les actionnaires n'ont rien eu. 10 ans plus tard, elles ont beaucoup plus de fonds propres et maintenant elles peuvent tout vous rendre. Et donc, pour l'instant, tant que la banque est à 6-7 fois les bénéfices et qu'elle rend tout son argent aux actionnaires, on va continuer à avoir des bonnes performances. Ce qui pourrait arrêter ça, c'est une récession. Et là, effectivement, ça remet le mécanisme en cause, mais pour l'instant, je vous ai montré, c'est pas du tout le cas. Les taux baissent. Les États-Unis vont bien, la Chine peut peut-être repartir. À ce jour, il y a la probabilité d'une récession est pour l'instant très faible. Est-ce que vous pouvez afficher la slide précédente, justement, le 5+7 qui n'a pas été bien compris par tout le monde? Si j'achète aujourd'hui une action qui fait 10 euros de bénéfice, je l'achète à 10 fois ses bénéfices, donc je l'achète à 100 euros. Et cette action, la moitié de ses bénéfices, donc sur les 10 euros, elle me donne 5 euros en dividende. Donc je l'ai payé 100 euros. Elle me donne 5 euros de dividende, j'ai bien 5% déjà. Et ensuite, cette action, pour simplifier, elle a une croissance de 10%. Donc l'année prochaine, ses bénéfices, c'est pas 10 euros, mais c'est 11 euros. Et par contre, je la paye toujours 10 fois les bénéfices. Donc, mais maintenant, comme elle a 11 euros de bénéfices, je vais la payer 110. Donc j'avais acheté à 100, maintenant ça vaut 110, et au passage, j'ai pris 5% de dividende. Si je la revends, j'ai bien gagné 10 euros plus 5 euros. 15 euros, donc j'ai bien gagné 15%. Donc là, c'est la même chose, sauf qu'au lieu de 10%, c'était 7%. Donc le bénéfice serait passé de 10 à 10,7. Si je multiplie par 10, ça fait 107. Je le revends, je gagne bien 7 euros, plus les 5 euros de dividende, j'ai bien gagné 12 euros, 12%. Je ne sais pas si c'est plus clair. C'est plus clair à mes yeux, je pense. Peut-être Sylvain, faut-il se positionner sur les actions ou obligations? C'est vrai que c'est le titre du webinaire, peut-être on peut répondre aujourd'hui sur le jus qu'il y a derrière les obligations encore. On l'a vu, hein, structurellement déjà les actions sont une meilleure classe d'actifs que l'obligataire, et je pense que le meilleur de l'obligataire est passé parce que maintenant les taux sont en train de baisser, et n'oublions pas que les taux qui baissent en revanche c'est aussi très positif pour les actions à 2 titres. Un, évidemment, ça relance l'économie et donc les actions sont plus sensibles à l'économie que l'obligataire, et 2, les actions. Si vous prenez une action si vous imaginez une action qui a un coupon, donc vous l'imaginez comme une obligation, quand vous la payez 13 fois les bénéfices, qui est le cas de l'Europe, donc vous avez, on va dire, une sorte de duration assez longue, une duration supérieure à 10 ans. Donc elle est plus sensible à une baisse des taux qu'une obligation à 5 ans. Donc aujourd'hui, à mon avis, hein, le gros de ce qu'il y avait à faire sur l'obligataire a été fait. Et les taux qui baissent en relatif vont être plus bénéfiques aux actions. Une question également par rapport aux valeurs, notamment technologiques américaines, où donc on me dit qu'ils semblent devoir toujours croître. Est-ce qu'il est permis de penser que la progression sera tout de même inférieure au potentiel des actions européennes, potentiel des actions technologiques américaines? Ouais. Non, mais je pense que le bénéfice des États-Unis, c'est évidemment leur Magnificent Seven. C'est elle qui tire la croissance. Et si vous regardez en 2024 et vous enlevez ces 7 sociétés, vous n'avez pas eu de croissance aux États-Unis, de bénéfices. Vous avez eu 3%, je crois, qui est la même croissance qu'en Europe. Donc déjà, ça, faut l'avoir en tête. Et ensuite, il faut avoir en tête une deuxième chose, qui est que quand vous regardez des sociétés qui ont plus de 10% de croissance par an, ce qui est le cas de ces Magnificent Seven, et vous regardez ça dans l'historique sur les 30 dernières années. Donc vous regardez chaque jour combien j'ai de sociétés qui ont plus de croissance de 10% par an du chiffre d'affaires, et vous regardez ce qu'elles deviennent 3 ans ou 5 ans plus tard. Et vous voyez que au bout de 3 ans, il y a déjà plus que la moitié de ces entreprises qui sont encore capables de croître à plus de 10%. Et au bout de 5 ans, vous n'en avez plus qu'un tiers. Et au bout de 10 ans, vous n'en avez plus qu'une. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que maintenir une croissance de plus de 10% du chiffre d'affaires par an, c'est très difficile. Et donc, même si à l'instant T, on a l'impression que ces sociétés-là vont croître de 20% par an pendant les 30 prochaines années, c'est très peu probable. Le plus probable, en fait, c'est que d'ici 5 ans, il y en ait 2, 3 ou 4 qui est déçu et leur croissance soit moins forte. Je dis pas que ça va arriver, je dis que l'histoire dit que c'est assez probable. Et si c'est le cas, du coup, ça va mettre un petit peu une chape de plomb sur les États-Unis et les gens vont peut-être un peu repondérer leur opinion
de la croissance de ces deux marchés. Et éventuellement, est-ce que vous pensez une remontée possible des taux aux US et si oui, l'impact sur le scénario en Europe que ça pourrait avoir? Le scénario actuel, c'est pour encore une baisse de taux aux États-Unis. Le plus probable, c'est que ce scénario se transforme, et on commence à avoir des économistes qui ont fait des travaux là-dessus, en pas de baisse de taux. Donc la première question, c'est si c'est pas de baisse de taux, qu'est-ce qui se passe, puisqu'on a dit que les actions étaient sensibles à la baisse de taux. Le bon côté de ça, pour les États-Unis, c'est que si c'est juste un arrêt des baisses de taux, historiquement en tout cas, ça n'a pas coïncidé avec une forte correction du marché américain. Ce qui a coïncidé avec une forte correction boursière, c'est quand le cycle repart à la hausse. C'est si la Fed tout d'un coup vous dit, ah ben non seulement j'arrête de baisser mes taux, mais en plus je les remonte. Là, pour le coup, ça devient très dangereux. Donc pour l'instant, je pense que c'est neutre, mais avec un risque négatif aux États-Unis. Et par contre, et c'est pour ça que nous on est plus confortable avec l'Europe, c'est évident que les taux vont continuer à baisser en Europe, et ils ont déjà pas baissé assez rapidement, et il faut que ça accélère. Et d'ailleurs, tous les membres du Conseil des gouverneurs sont en train de s'étaler dans la presse en vous expliquant que effectivement, il faut que les taux continuent à baisser, et il faut essayer d'arriver rapidement à 2%, et que le taux qu'on appelle neutre, donc est ni restrictif ni accommodant en Europe, est plutôt autour de 2% que de 3%. Donc le scénario, de ça, notre baisse de taux, il est beaucoup moins risqué en Europe. Et sinon, de votre point de vue, est-ce que vous préconisez plutôt un retour sur les small caps par rapport aux grandes capis, ou vous pensez que ça peut encore durer cette divergence de performance? C'est intéressant aussi. Nous, juste du coup pour information, parce qu'on n'a pas trop parlé de la société, c'était pas l'objet, mais on fait avant tout et depuis 20 ans de l'investissement dans des entreprises de grande capitalisation, on va dire. Et là, cette année, pour la première fois depuis 20 ans, il y a quelques mois, on a lancé un fonds mid-cap qui s'appelle BDL Entrepreneur. Et pourquoi on a fait ça? Parce que on a une quinzaine d'analystes qui étudient l'entreprise. Et assez souvent, en fait, les 18 derniers mois, dans leur travail, même s'ils regardent des grosses entreprises, pour faire bien son travail, on regarde des concurrents, des fournisseurs, des clients, et ils trouvaient d'autres entreprises plus petites qui nous paraissaient très attractives. Mais quand elles étaient plus petites, on ne pouvait pas investir dedans. Et donc, on s'est dit, c'est dommage, autant en profiter. On va créer ce fonds mid-cap. Donc, ma réponse est qu'aujourd'hui, en Europe, comme c'est très pessimiste, il y a un peu de tout. C'est-à-dire qu'il y a des grosses capitalisations très décotées, comme on l'a vu. Et il y a aussi beaucoup de mid-cap qui sont très décotés aussi. Donc, je pense que les deux segments sont intéressants. Et tout dépend des objectifs des gens qui nous écoutent. Parce que il y a des grosses opportunités, sans même aller sur les small mid, il y a des grosses opportunités sur les large cap actions européennes. Donc, qui sont très liquides, que vous pouvez trader tous les jours. Donc, sans même aller jusqu'à aller sur les small mid, il y a de très grosses opportunités sur les large cap actions européennes. Et je vois une personne qui a l'air d'avoir bien compris notre discours, puisqu'elle nous demande est-ce qu'on est donc orienté un peu plus value? Alors, mécaniquement, on est à la fin orienté un peu value. Là où je suis prudent sur ce terme, c'est que value, souvent, ça veut dire la personne veut payer des PE, des ratios cours-bénéfices très peu chers. C'est ça sa priorité. Nous, c'est pas notre priorité. Notre priorité, c'est de trouver des entreprises solides et leaders dans leur métier. Une fois qu'on les a trouvées, la deuxième priorité, ce qu'avait dit Olivier, c'est de pas surpayer et donc de s'offrir une marge de sécurité au cas où on se trompe. Et la marge de sécurité, en fait, c'est le fait de pas payer trop cher. Donc Saint-Gobain, c'était le cas. C'est-à-dire que vous avez vu le point d'inflexion. Mais évidemment, c'est plus facile à le dire maintenant qu'au moment où le management arrive. Vous avez identifié. Donc, c'est la bonne entreprise avec le point d'inflexion. Sauf que vous n'êtes pas encore sûr. Donc là, vous insistez pour payer pas trop cher pour que si jamais vous vous trompez, vous ne perdiez pas trop d'argent. Et si jamais vous réussissez, non seulement vous gagnez de l'argent grâce aux bénéfices qui montent, et en plus de ça, comme vous n'avez pas payé très cher, peut-être que ça va valoir plus cher en termes de ratio cours-bénéfice. Donc, on est un peu value parce que comme on veut pas surpayer, on va pas avoir des sociétés qui valent 25, 30, 40, 50 fois les bénéfices. Donc, on va pas être actionnaire de Hermès, même si c'est une très belle société. Mais on n'est pas complètement value parce que notre premier sujet, c'est quand même la qualité de l'entreprise. Alors, il y a beaucoup de questions aussi concernant l'intelligence artificielle où on demande plutôt est-ce que les États-Unis en profiteraient beaucoup plus que l'Europe? Parce que c'est vrai que les entreprises du secteur sont aux États-Unis, mais les entreprises européennes, elles peuvent quand même se mettre à l'intelligence artificielle, même si les fournisseurs sont seulement américains. Il y a très peu je pense, vous confirmez, très peu d'entreprises cotées sur l'intelligence artificielle en Europe. Bon, un des grands échecs de l'Europe les 20 dernières années, il y a sa gouvernance qui fait que tout est trop lent, etc. Mais il y a aussi
la technologie et l'émergence des Magnificent Seven. Si vous regardez la croissance des bénéfices en Europe par rapport aux États-Unis, on en a parlé. Avant 2008, vous avez plus de croissance en Europe, entre 2000 et 2008. Les bénéfices en Europe croissent beaucoup plus vite qu'aux États-Unis. Et puis, depuis 2010, c'est l'inverse. Et une des raisons de l'inverse, c'est il y a la crise de l'euro de 2012 qui a affecté l'Europe plutôt que les États-Unis, mais surtout, il y a l'émergence de la tech. Donc aujourd'hui, oui, aujourd'hui, c'est sûr que l'intelligence artificielle, elle est avant tout développée pour l'instant par les États-Unis. Après, la vraie question, c'est qui va vraiment en tirer profit. C'est-à-dire que comment elle va être monétisée. Vous avez vu qu'un des problèmes déjà en ce moment, c'est de dire OK, Alphabet, Apple, Amazon, Microsoft surtout, dépensent des dizaines de milliards pour développer l'IA, notamment dans leur data center. Et il y a déjà des questions qui se posent sur mais comment est-ce que ça va se monétiser? Quand vous parlez aux entreprises, elles vous disent oui, ça fait 24 mois que je fais des tests. Ah, super. Et donc, c'est quoi les applications commerciales qui gagnent de l'argent que vous avez développées? Ah, bah, j'en ai pas pour l'instant. Donc, il y a une chose, c'est qui investit. Donc là, c'est sûr que c'est les Américains. Comment vous rentabilisez vos investissements? Ça, c'est encore, on ne sait pas trop en fait. Et c'est pour ça que c'est difficile d'investir dans ce secteur. C'est un peu, si vous vous souvenez que l'Internet en 2000, c'est une révolution, mais c'est très dur au départ de savoir qui va être les grands gagnants. Vous vous souvenez, Amazon, 10 ans plus tard, est au bord de la faillite et finalement 15 ans et 25 ans plus tard, est une des 3 plus grosses capitalisations boursières au monde. Donc, j'avoue que c'est difficile pour moi de vous dire si les gagnants vont être forcément les entreprises américaines plutôt qu'européennes. Merci beaucoup. Juste là, depuis que on a la slide sur vos fonds, donc BDL Rempart et BDL Conviction, donc que vous retrouvez chez Bourse Direct, vous pouvez les souscrire sans droit d'entrée sur le compte titre pour BDL Rempart, compte titre et PE sur BDL Conviction. Vous les trouvez également tout ça sans droit d'entrée dans les contrats d'assurance vie, Bourse Direct Vie et Bourse Direct Horizon. Et j'avais juste une remarque, est-ce que vous pouvez préciser un peu plus les frais de gestion, notamment les frais de performance, puisqu'ils n'ont pas été très bien compris, je pense. Oui, tout à fait. Donc, les frais de gestion à 2 et 2,25, bon, ça, qui sont à peu près alignés sur de la gestion active et qui permettent de rémunérer cette équipe les intermédiaires et nous, l'équipe de gestion, on a 17 gérants analystes avec des profils de haut potentiel. Les frais de performance, en fait, c'est des frais de surperformance par rapport à notre indice de référence. Donc, ça veut dire que si on arrive à battre l'indice, donc ça veut dire qu'on bat la gestion passive, et seulement dans ces cas-là, on prendra une partie de la surperformance, donc 20% au-delà du stock 600, par exemple, pour BDL Conviction. Donc, typiquement, à la fin des 12 mois, on prend une photo. Donc, la course, elle se fait, c'est comme une régate, c'est tous les jours, toute l'année. Et à la fin de l'année, on regarde, est-ce qu'on a battu le stock 600? Si on l'a battu, on peut prendre des frais de surperformance, ce qui permet aussi un alignement des intérêts parce que nous, tous les jours, notre but, c'est de battre les marchés et de battre les indices. Peux-tu faire un petit exemple chiffré de performance pour que ce soit bien compris? Notamment, si les marchés font, si vous faites 15%, le marché fait 10%, comment est calculé ce frais de performance? Parce que je sais que c'est un point d'achoppement que les clients ne comprennent pas toujours. Schématiquement, effectivement, le marché monte de 10, on monte de 15, donc on fait 5 de mieux, on prend 20% de 5, ça fait 1 euro. Donc, il y a 1 euro pour nous et il reste 4 euros pour le client. Voilà, donc la performance nette est à 14%. Voilà, c'est ça. Parce que le chiffre de 20%, il peut paraître important par rapport à ce qu'on a l'habitude de voir au niveau des frais de gestion. En cas de surperformance par rapport à l'indice de référence du fonds. Bien sûr. Qui est une pratique courante pour ce type de fonds. Tout à fait. Et juste pouvez-vous préciser la notion de high watermark? Oui, le high watermark, c'est pour protéger le client. C'est-à-dire que, imaginons que on fait ce qu'on a dit là, plus 10 et plus 15 pour nous. Donc là, on a pris 1 euro. L'année d'après, on fait moins 30 et le marché, il a fait 0 par exemple. Et l'année suivante, on fait plus 10 et le marché, il a fait 0. Donc là, les plus 10, on va pas prendre 20% parce que le client, il perd toujours de l'argent par rapport au début. Donc, on va attendre de remonter, que le fonds remonte plus haut qu'au départ pour reprendre potentiellement des frais de performance. Il n'y aura pas de frais de surperformance tant que le client, lui, d'abord, ne gagne pas d'argent. Voilà, c'est une question de niveau historique
le plus élevé du fonds, hein, c'est ça. Ce qui permet encore aussi un alignement des intérêts. Pour revenir là-dessus aussi, nous, pour vous dire, dans la société, 40% de notre rémunération au total est réinvestie dans ces fonds qui sont sur le tableau que vous voyez. Donc, il y a un vrai alignement des intérêts avec les clients finaux sur la performance des fonds. Certains demandent la performance pour redire, parce qu'on ne l'a pas expliqué peut-être pour clôturer, c'est BDL Rempart, c'est un fonds long short. Donc, ça peut être un autre webinaire pour expliquer ce que c'est, mais ça permet de parier à la hausse et à la baisse sur les marchés, le fonds BDL Rempart, ce qui lui permet d'avoir un niveau de risque plus faible, de 3/7. Et lui, sa performance annualisée, elle est de 4,5 sur un historique de 10 ans et plus. Donc, il va faire du 4,5 net de frais annualisés. Un BDL Conviction, c'est le long only, c'est ce qu'on vous a expliqué aujourd'hui. Un fonds qui n'investit que sur des valeurs qui, on l'espère, vont monter en bourse de par nos analyses. Et ça, c'est un fonds qui va faire plus de 9% annualisé net de frais sur 10 ans. Okay, voilà, donc, c'est un fonds qui va être plus dynamique. Voilà, si on veut capter la décote que vous avez identifiée sur les actions européennes, c'est BDL Conviction qu'il convient de souscrire. On est d'accord? Le plus, en tout cas, de cette décote. Tout à fait. Donc, un profil peut-être plus averse au risque qui ira plutôt sur un fonds comme BDL Rempart, mais qui prendra pas toute la hausse. Sur un historique de 10 ans, c'est 2/3 de la hausse, 1/3 de la baisse. Donc, c'est un fonds qui va être plus sur un horizon long terme et un profil de risque moins important, BDL Rempart. BDL Conviction, c'est une personne qui veut vraiment s'exposer à 100% au marché européen et à ce qu'on vient de vous dire lors de ce webinaire. Deux dernières questions. Après, on va clôturer effectivement sur les fonds. Question, en cas de défaillance du gérant, les fonds issus sont garantis. Sont-ils garantis? Donc là, il n'y a aucune garantie. Il y a un risque de perte en capital. Les performances passées ne présagent pas des performances futures. C'est des fonds actions. Donc, ça vous assure, ça a beaucoup d'avantages, de la liquidité, mais c'est pas un fonds euro. Donc, cette décote de 20-25%, elle se fait pas avec du capital garanti. Par contre, je vous remercie. Préciser quand même, parce que la question, c'est en cas de défaillance du gérant. Mais ça dépend de ce qu'on appelle défaillance. Si on ferme la boutique et qu'on fait faillite, vous récupérez quand même votre argent. Il est chez un dépositaire. Il n'est pas chez nous. On part pas avec votre argent. Voilà, merci pour ces précisions. On les répète assez souvent, mais les questions reviennent toujours. Je suis désolé. Et une petite dernière sur BDL Rempart, la baisse dernièrement, si vous avez une explication. 2024, on pourrait reparler de ça aussi, mais en gros, je vous ai dit, un des moments de 2024 importants, c'est la dissolution de Macron, qui est une dissolution surprise, qui jette le doute sur la France et qui fait fortement baisser les valeurs françaises. Et nous, on avait une exposition importante à ces valeurs françaises et c'est ça qui nous a pénalisé. Ensuite, ça s'est amélioré, mais de nouveau, ça a été pénalisé. Si vous vous souvenez, en fin d'année, vraiment au mois de décembre, on a eu la censure et donc le départ de Michel Barnier, la non-acceptation du budget. De nouveau, ça a fait peser la France et c'est ça qui nous a affectés. Et donc, on a pris des mesures concrètes, typiquement beaucoup moins. On a sous-pondéré la France et on est rentré sur des très beaux dossiers plutôt européens, type les brasseurs, type des banques plutôt anglo-saxonnes. Voilà, on est rentré sur d'autres types de valeurs. Alors, est-ce que vous avez d'autres choses? Oui, pardon, allez-y. Non, mais je voyais les questions qui sont des bonnes questions sur la performance versus le stock 600. Donc, la réponse, elle est que non, en 2024, on a fait moins bien, malheureusement, que le stock 600. On a, juste pour vous donner une idée quand même, dans le temps, on a surperformé, selon que ce soit les longs de Rempart ou de Conviction, à peu près 80% des années, entre 75 et 80%. Donc, je pense que c'est un très bon ratio historique. Il n'y a pas tant de fonds que ça qui arrivent à ça. Mais effectivement, de temps en temps, ça nous arrive de sous-performer et c'était le cas l'année dernière. Voilà. Et très concrètement, on fête nos 20 ans. On a battu donc notre indice, c'est le stock 600, 16 années sur 20. Et je vois une dernière question qui est quand même importante. BDL Conviction, c'est 3 700 €. Alors, c'est le prix de la part, mais on peut investir des 100 €. Donc, on n'est pas obligé d'acheter une part. OK, on peut acheter une fraction de part. Oui, c'est 4 décimales, c'est ça. Ouais. Donc, c'est exactement le cas sur Bourse Direct. Vous pouvez acheter 0,1035 parts du fonds. Là, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de une part minimum d'investissement à l'origine. C'est parfait. Je vous remercie beaucoup. Effectivement, ça fait un petit peu plus d'une heure qu'on est ensemble, donc je ne voulais pas trop déborder non plus du timing. Je tiens à vous remercier tous les deux d'avoir participé. Comme vous avez vu, vous avez ici effectivement donc les deux fonds BDL Rempart et BDL Conviction sont disponibles
sur nos comptes titres et PEA ainsi que sur les assurances vie. Donc, n'hésitez pas à nous contacter ou à passer vous-même vos ordres dans vos outils Internet. Avez-vous une dernière chose à ajouter, messieurs? Non, merci beaucoup. Non, vous remercie pour toutes vos questions. Hein. C'est toujours agréable d'avoir autant d'intérêt. Je vous remercie à tous. Je vous souhaite une excellente journée et un bon appétit. Merci, bon appétit. Et à bientôt pour un prochain webinaire. Au revoir.